Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mikouba Télévision pour cette émission spéciale 8 mars, une journée internationale dédiée aux droits des femmes, une occasion annuelle de faire un bilan entre l'égalité des sexes. Est-ce que c'est vraiment respecté? Est-ce que nous respectons les objectifs de développement durable? On va le savoir aujourd'hui. Alors cette émission va comprendre deux parties. Et la première partie, nous allons échanger avec les filles autour du thème national qui nous a été donné par la ministre nationale du genre, famille et enfants. Et le thème dit éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes en RDC. Et la deuxième partie, nous allons parler de la participation politique, de la participation des femmes à la vie politique. Et la question majeure qu'on va répondre aujourd'hui, pourquoi les femmes ne votent pas pour les femmes? Mais et surtout que nous sommes majoritaires, les femmes sont peu représentées au Parlement. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue et surtout nous souhaitons une très bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment, les femmes qui luttent en faveur des droits des femmes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec les ladies qui vont devoir m'accompagner d'abord pour cette première partie. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? On peut quand même s'applaudir parce que c'est notre journée. Alors, les dames, vous n'êtes plus à présenter. Je ne saurais pas présenter tout le monde parce que tout le monde vous connaît déjà. Alors, mais aujourd'hui, nous avons une visite spéciale d'une dame. Elle, c'est Tisha Wax. Son entreprise a accepté d'habiller les ladies de cette première partie. Alors, Tisha Wax, je vous accueille. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. C'est pas la première fois chez nous. C'est pas la première fois et c'est pas aussi la dernière fois. Bien sûr. Oui, là, vraiment, nous sommes vraiment très sûres et certaines. Comment tu vas? Non, ça va. Ça te fait comment de participer dans cette émission spéciale 8 mars? En tout cas, je suis plus qu'émue. Plus qu'émue. Je suis là. Je représente la femme que nous sommes toutes. Parce que nous sommes en train de parler de la femme et de l'autonomisation de la femme. Très bien. Alors, quand je suis là, je me sens juste à l'aise, je me sens juste en paix, je me sens aussi représentée, parce que toutes les femmes qui nous suivent partout en Afrique, elles seront contentes d'être représentées par moi, par exemple. Merci beaucoup. Je rappelle que votre entreprise, qui est Africanic Style, a accepté d'habiller toutes les ladies qui sont présentes sur ces plateaux. On peut quand même applaudir pour l'entreprise. Alors, vu que tu es là, tu représentes beaucoup de femmes entrepreneurs. Permettez-nous aujourd'hui d'entrer un peu dans ton monde. Parlez-nous un peu de vous. Comment vous avez commencé avec l'entreprise? Quelles étaient les difficultés auxquelles vous avez fait face durant votre parcours professionnel? En tout cas, comme tout parcours professionnel, ça n'a pas été facile. Pour avoir aujourd'hui l'entreprise que j'ai et que j'appelle aujourd'hui Africanic Style, ça n'a pas commencé avec Africanic Style. Ça a commencé comme toutes ces jeunes filles, étudiantes ou élèves en coupe et couture. J'ai commencé à coudre à la maison. J'ai commencé par la maison. J'étais un peu plus inspirée. Je faisais des petites créations pour les poupées, pour les jouets et tout ça, quand j'étais encore trop jeune. Mais après, à un moment, mon papa, moi, il a vu que j'étais vraiment créative dans tout ce que j'ai fait. Alors, il a décidé de m'envoyer à l'ISAM. Donc, c'est papa qui t'a encouragé à faire l'ISAM. Et c'était à Kinshasa? Oui, j'ai fait l'ISAM à Kin. Et ça a été une très belle expérience en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, quand Africanic Style est né, elle a commencé à Lubumbashi. J'ai commencé avec une petite entreprise de 2 machines à la maison où j'ai cousais seule. J'avais aussi une petite qui venait pour la formation. J'ai cousais toujours à la maison, ça et là. Et après, tu as fait l'université. Et aujourd'hui, tu te retrouves à Kolwezi avec une grande entreprise qui n'a pas commencé seulement à Kolwezi, d'abord à Lubumbashi, c'est ça. Donc, si nous essayons de comprendre, vous avez deux maisons de couture. Non. Là, c'était juste pour les débuts. Ah, très bien. J'ai commencé à la maison avec 2 petites machines. C'était pour me lancer. Et je me suis lancée. Plus ça a évolué. C'est comme ça que quand j'étais déjà fiancée, mon mari il travaillait à Kolwezi, moi j'étais à Lubumbashi. À un moment, il m'a encouragée, il était toujours là pour me soutenir, jusqu'à ce qu'on s'est mariés en 2019. Je suis venue à Kolwezi, ça n'a pas été aussi facile, bien sûr. J'ai commencé avec l'entreprise sur l'avenue Mandrondelle.
où ça n'allait pas toujours bien, avec des problèmes de courant. On n'avait pas assez de travailleurs et on n'avait pas assez de main-d'œuvre, donc comme on peut le dire. Ça n'a pas été facile. On travaillait chaque jour, petit à petit. Donc, comme on dit, on était en train de forger, quoi, pour arriver aujourd'hui, là où nous sommes. En tout cas, félicitations, les dames. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Parce qu'elle fait quand même l'exemple, hein, un modèle à suivre pour beaucoup de femmes. Alors, je ne suis pas seule. Je ne sais pas si entre nous, il y a une question à poser à Madame Tisha Wax. Moi, je pense que j'ai une question. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, tout à l'heure, elle a dit clairement qu'elle a commencé avec 2 machines. Et à l'époque, elle était encore fiancée et aujourd'hui, elle est mariée. Alors, on sait tous, bon, en fait, généralement, on s'est dit que les hommes constituent des freins à l'émergence de leurs femmes. Plusieurs hommes n'acceptent pas que leurs femmes travaillent, que ce soit même l'entrepreneuriat. Ils se disent, ma femme, même si elle a par exemple une boutique, même à la boutique, là, il y a des hommes qui viendront payer les habits, peut-être pour leurs femmes, pour leurs copines, pour les habits, même hommes, et vont draguer ma femme. Exactement. Si la femme peut aller, je ne sais pas moi, faire une activité, exercer une activité au marché, non, au marché là-bas, elle aura des clients, donc des hommes qui pourront peut-être cotiser ma femme et tout. Moi, je préfère que ma femme reste à la maison. Qu'elle soit là pour le ménage, en fait, parce qu'elle est ménagère. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que certainement les femmes qui nous regardent aussi, peut-être qu'elles passent par ces genres de situations, elles ont envie d'entreprendre dans quelque chose, mais leur mari constitue vraiment un frein. Alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que votre mari n'a pas été un frein pour vous? Et si la réponse c'est non, parce que déjà, vous vous émergez, qu'est-ce que vous avez fait pour le convaincre? Parce que moi, j'entends les discours des hommes. Non, mon amour, qui a moi check et temps. Mais comment toi, tu as fait pour que ton mari a quitté les temps? Moi, j'étais trouvée une fois à l'atelier à 21h, 22h. Comment tu as fait pour convaincre ton mari qu'il te laisse jusqu'à ces heures-là? C'est déjà tard quand même. Voilà. C'est bien, vraiment. La question est très bien formulée, madame. C'est une expérience très personnelle, si je me permets de le dire. Mon mari et moi, c'est un homme très... Je ne sais pas, je suis peut-être chanceuse ou quoi, de l'avoir. Parce que si tous les hommes étaient comme lui, je crois qu'on aurait beaucoup de dames à la tête de ce pays. Il est le seul qui m'a soutenue quand tout le monde pouvait me laisser. Tisha, tu sauras, Tisha, tu sauras. Quand on était encore en train de chercher de la main-d'œuvre, qu'on n'avait pas le courant et tout ça. Tisha, tu sauras. Lui était là, il dit, on va y arriver ensemble. Je ne suis pas battue seule. Pour arriver où je suis aujourd'hui, il a été vraiment donc une épaule sur laquelle je me reposais. Comme tu l'as bien dit, madame, quand je suis à l'atelier débordée, comme c'est temps ici, je suis très débordée, il est là, il ne coupe pas, bien sûr, mais il m'assiste quand il est là, il sait que je ne veux pas manger quelque chose, il va m'amener quelque chose à manger, il va me soutenir avec de la musique, il change un peu de musique pour qu'on ne puisse pas être toujours sur les nerfs, parce que parfois, le stress des clients, ça tend vraiment les nerfs, vous ne serez pas à l'aise. Donc si nous comprenons bien, votre mari te soutient dans votre travail. En tout cas, il est même le seul qui a un jour, il a imprimé des cartes de visite. Hein, pour commencer à me chercher des clients, ça et là, il entre dans des bureaux, je crois ici. En tout cas. Ici à Mikuba par exemple. En tout cas, on les salue en passant. En tout cas, c'est vraiment un bon mari. Félicitations à lui. Alors, on va pas... Quelque chose en 30 secondes. Si tu le permets. En fait, elle m'a rappelé quelque chose quand elle a dit que son mari cherchait même pour elle des clientes. Déjà, pour qu'elle arrive à Mikuba, son mari avait pris le courage de venir me chercher. Oui, de venir à Mikuba, chercher les dames de Mikuba pour, je ne sais pas moi, demander à ce que sa femme un jour participe dans une de nos émissions. Donc, c'est quand même une façon de dire que son mari réellement l'encourage. Et son rêve est devenu réalité. Aujourd'hui, elle est avec nous sur ces plateaux. En tout cas, merci beaucoup, Madame Tisha. On va devoir commencer avec notre débat du jour. C'est comme je l'ai annoncé aujourd'hui dans la première partie. Nous allons échanger autour du thème national qui nous a été donné. Alors, l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes, des filles en RDC. C'est quoi d'abord l'autonomisation des femmes? Immaculée, comme tu as le micro, tu commences avec toi. Non, mais moi, je priais que ça soit Tiffany. Parce qu'elle est juste à tes côtés, là, elle me regardait, elle était prête, alors... Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par autonomisation des femmes? Alors, bon, moi, je vais répondre, je ne sais pas dire d'une manière assez brève. Je dirais que l'autonomisation de la femme renvoie à l'indépendance de la femme. Et lorsqu'on parle de l'indépendance, c'est plus sur les plans professionnels. Parce que longtemps, on a minimisé la femme et la femme a été minimisée par l'homme.
au fait, je dirais, sont semblables, quoi, par l'homme. Donc, on pensait ou on se disait que la femme n'était capable de rien. Elle ne pouvait pas faire grand-chose, elle ne pouvait pas occuper des postes de prise de décision, elle ne pouvait pas évoluer seule. Donc la femme, à tout moment, elle avait besoin de l'homme. Je ne sais pas si l'homme qui décidait à la place de la femme. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des avancées. Donc pour moi, l'autonomisation, c'est cette indépendance. C'est l'indépendance de la femme. Oui, l'indépendance réclamée ou revendiquée par les femmes. Voilà. Alors, je vais retourner de ce côté. On dit toujours l'autonomisation de la femme à plusieurs aspects, mais j'ai l'impression comme si les gens mettent beaucoup plus l'accent sur l'autonomisation économique de la femme. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, l'autonomisation de la femme fait peur à plusieurs personnes. Parce que souvent, que ce soit dans le monde entier, on a l'impression que on sait que c'est l'homme qui est le chef du foyer, donc c'est lui qui aide au foyer, qui revient avec les revenus. Et en fait, on a cette idée-là très, je dirais, arriérée, archaïque, où on se dit qu'il n'y a que l'homme qui peut emmener de l'argent, alors qu'une femme aussi peut très bien contribuer à emmener de l'argent dans le foyer et être là et soutenir son mari. Et c'est cette idée-là, en fait, je pense, qui fait peur et qui se dit la femme peut que évoluer financièrement, alors qu'elle peut évoluer dans plein de choses, que ce soit socialement, politiquement, dans plein de choses, la femme peut évoluer, mais on se dit qu'il n'y a que l'argent, et c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que pour vous, Lina, c'est vraiment une bonne chose quand on met l'accent sur l'autonomisation économique de la femme? Ben, on a l'impression que la société se tourne plus du côté argent. Déjà qu'aujourd'hui, les femmes réclament l'égalité. Tiffany l'a dit tout à l'heure. Si un homme peut aller et ramener de l'argent dans la maison, pourquoi pas une femme? La femme peut aussi aller et ramener de l'argent à la maison également. Mais maintenant, tout part de comment elle perçoit les choses et de comment elle prend les choses aussi. Parce que des fois, on n'arrive pas à nous donner des choses parce que on ne donne pas, en fait, aux personnes qui doivent nous donner, on ne leur donne pas des raisons de nous en donner, en fait. Mais là, on est en train de lutter parce que c'était déjà instauré par la société, comme Tiffany l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est l'homme qui est le chef, et oui, c'est l'homme qui est le chef, oui. Mais c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison. Non, mais il est le chef, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui doit ramener l'argent à la maison. Il est chef, oui, mais on peut partager. On peut tous ramener, on peut, la femme, aujourd'hui on parle de l'égalité en fait. On peut je peux faire un travail, lui aussi peut faire un travail. Et où est-ce que je veux mettre cet argent? S'il me permet de faire un travail sans que je ramène de l'argent à la maison, il est mon mari, il est le chef de la maison, je fais un travail, je ramène de l'argent, on le met à la maison, à condition qu'il me soutienne et qu'il m'encourage également. Alors, les filles, j'ai l'impression comme si la notion de l'autonomisation de la femme est mal appréhendée par nos traditions, hein, par surtout les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Déborah, pour que cette réalité soit vraiment, cette autonomisation soit une réalité vécue d'ici 2030? Merci Jackie pour la question, parce que depuis le début de l'émission, je ne me suis pas encore exprimée. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les hommes ou nos traditions acceptent l'autonomisation de la femme? Moi, je sais que les femmes qui me suivent en ce moment à la maison seront peut-être contre moi. Et moi, je martèle toujours sur la femme. Je ne suis pas trop du côté de la femme, parce que je trouve que la femme, elle est un peu molle quand il s'agit d'elle-même. La femme, le problème de la femme, c'est elle-même la femme. Vous savez, lorsque vous voulez quelque chose, il faut aller vers cette chose. La chose ne viendra pas vers vous. C'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on peut raconter sur les femmes, elles ont été marginalisées et tout, mais vous savez que lorsque nous lisons certaines histoires, il y a des femmes qui se sont levées, qui ont été capables, comme Jeanne d'Arc par exemple. C'était une femme, elle est partie défendre son pays et elle a été aussi tuée comme ça. Donc, et moi, aussi Malala. Voilà. Donc, moi, mon problème d'abord, c'est la femme. C'est elle-même qui doit se rendre compte que je suis non seulement une aide pour mon mari, je ne suis pas non seulement une aide, je ne sais pas moi, pour la société et tout, mais je suis aussi utile. Lorsqu'on est à la maison et on attend que l'homme seulement vienne ramener quelque chose, donc de l'argent à la maison, deux fois, on se limite. Pourquoi? Parce que on peut, par exemple, Tisha, elle a un rêve, elle veut monter quelque chose. Mais si elle-même ne commence pas, elle a bien dit, et elle a dit qu'elle a été chanceuse, et ce n'est pas donné malheureusement à toutes les femmes d'avoir des maris comme son mari. Mais lorsque vous êtes une épouse et que vous avez un rêve, vous pouvez d'abord commencer. Vous savez, on a toujours dit que nul n'est prophète chez soi. Peut-être que même les gens de votre maison ne pourront pas vous encourager, mais lorsque vous avez un rêve,
Commencez d'abord. On a toujours commencé petit. Mais alors, si je dois répondre directement à la question que vous m'avez posée de nos traditions, c'est vrai que il y a beaucoup de travail à faire en ce moment. Je sens que le monde actuel est en train d'évoluer, les hommes sont en train d'évoluer, nos traditions aussi sont en train de changer. Parce que vous allez regarder, lorsqu'il s'agit même de doter, actuellement, avant on demandait des machettes, on demandait des filets, mais on commence à demander des ordinateurs portables qui représentent par exemple la machette, donc qui donnent la valeur par exemple. Et qui coûte aujourd'hui à la femme, oui. Hein, on peut quand même se le dire. Oui, c'est-à-dire que même nos parents, nos contemporains sont en train d'évoluer en fait. C'est-à-dire que si tu as un rêve, commence d'abord. En tant que femme, commence d'abord avec le rêve que tu as. C'est vrai que ça ne sera pas facile et tout le monde ne sera pas là pour te soutenir, mais il y aura toujours quelqu'un qui croira en toi, je voulais dire, et qui va t'accompagner. Mais non, pour ce qui est de la femme elle-même, ce qu'elle doit savoir, c'est que, moi je l'ai toujours dit, la femme, on cherche à mettre l'égalité entre hommes et femmes, mais moi j'ai toujours dit que la femme, elle est au-dessus de l'homme. Oui. Wow. Oui, je l'ai toujours dit, hein, parce que vous allez donner à une femme, vous imaginez de ces hommes, pendant qu'on est en train de parler, l'homme n'a plus de travail, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant, c'est la femme qui s'occupe de la maison, c'est la femme qui va aller au boulot, c'est la femme qui va rentrer pour cuisiner pour son mari, c'est la femme qui va recevoir son mari dans le lit. La femme, etc. Voilà, c'est pourquoi je dis que la femme, elle est au-dessus de l'homme, mais c'est à la femme elle-même de se rendre compte. Voilà, c'est un peu ça mon opinion. Alors, Madame Tisha, puisque nous parlons de l'éducation numérique égalitaire, est-ce que le numérique offre les mêmes opportunités aux femmes qu'aux hommes? En tout cas, merci beaucoup pour la question aussi. Le numérique offre une opportunité aux hommes et aux femmes, bien sûr. Est-ce que les opportunités sont les mêmes? Elles ne sont pas les mêmes, bien sûr. Comme on l'a dit, la femme a toujours été marginalisée. Elle a toujours été maltraitée. On la traite toujours inférieure par rapport à l'homme. Ce qui explique directement le manque de considération sur le numérique. On pense que la femme, ce qu'elle pense, ce n'est que la cuisine. Ce qu'elle doit penser, ce n'est que les histoires des enfants. Alors qu'elle peut aller au-delà de ça. Donc, le numérique apporte aussi un plus dans la vie de la femme. Surtout celle qui entreprend quelque chose. Okay. Aujourd'hui, quand on parle du numérique, on voit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent aider la femme à se prévaloir. Si par exemple, elle a une activité qu'elle est en train de faire, quand elle les met sur les réseaux sociaux, les gens voient et ils peuvent facilement connaître ce qu'elle est en train de faire. Là, vous parlez de l'importance des réseaux sociaux. Oui. Alors, rapidement, Immaculée, est-ce que le numérique offre les mêmes opportunités aux hommes qu'aux femmes? Moi, je pense que oui. En tout cas, je ne vois pas les numériques. En fait, si je dois rentrer, par exemple, dans sa logique, si je dois prendre les réseaux sociaux comme une référence aujourd'hui, ou même l'outil informatique, les femmes, les hommes ont la possibilité d'utiliser l'outil informatique. Je ne vois pas un endroit où on a dit femmes, touche pas à la machine. Seulement que ce sont les femmes qui se limitent elles-mêmes. Je crois que Déborah l'a dit. Les femmes ont l'habitude de se sous-estimer. On pense que certains métiers sont réservés aux hommes. Par exemple, là, Regan est derrière la caméra. Si on demande à une femme de se tenir derrière la caméra, elle peut facilement dire « Ah, ça, c'est pas mon boulot. » Pourtant, c'est quelque chose qu'une femme aussi peut faire. Moi, je peux me tenir là, je demande à Regan, comment tu fais la mise au point? Comment tu fais les cadrages et tout? Je peux apprendre dans 2 jours et puis je commence à vous cadrer. Mais c'est parce qu'on n'a pas cette volonté. Et demain, on va se dire, non, non, les hommes ont plus d'opportunités. Quand il s'agit d'un travail qui cadre, je ne sais pas moi, avec la caméra, la photographie et tout, c'est pour les hommes. Et parlons les réseaux sociaux. Moi, je me dis, pour une femme ou un homme qui entreprend, en tout cas, je ne vois pas où est-ce qu'il y aura une égalité. Parce que si tu as WhatsApp, tu as Instagram, tu as Facebook, tu as tout ce qu'il y a comme un réseau aujourd'hui, tu as la possibilité, l'opportunité de faire ta promotion. Personne ne va t'interdire. Seulement que les femmes, moi j'insiste, les femmes sont complexées. Par exemple, pour les personnes qui ont des comptes TikTok aujourd'hui, il y a des gens qui ont de 80 000 vues, je ne sais pas moi, 350 000 vues. Quand toi tu commences, tu n'as que 1000 vues, tu vois, tu commences à te négliger. Ah, le décourage. Le monsieur là, lui il a fait comment? Et qu'on a 500 000 vues. Moi je n'ai que 100. Je préfère seulement laisser. Moi je vais commencer à sensibiliser mes clientes. Je ne vais plus continuer avec TikTok. Pourtant les messieurs là, il a commencé aussi avec une seule vue. Et alors selon toi, les numériques offrent les mêmes opportunités. Les mêmes opportunités. Mais ce sont les femmes qui ne veulent pas aussi se documenter parce que les numériques demandent, il faut apprendre. Voilà. C'est pas un truc où tu te réveilles le matin et voilà, c'est la question que je vais devoir poser à Lina. Ouais.
Que dire des femmes pauvres, des femmes qui n'ont pas de moyens, mais elles ont cette volonté d'apprendre, mais elles sont limitées parce qu'elles n'ont pas de moyens pour accéder à ce numérique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elles? Ben, déjà pour ces femmes-là, bon, je sais pas, on a parlé tout à l'heure que les femmes sont limitées parce qu'elles ne peuvent pas se documenter. Moi, je trouve que la volonté, c'est la base ou c'est le déclic de toute chose en fait. Parce que si tu as la volonté de faire quelque chose, tu vas vouloir atteindre la chose. Tu vois. Mais j'ai l'impression que nous, les femmes, on a la volonté d'avoir beaucoup de choses, mais on ne veut pas aller vers ces choses-là. Alors parlons de ces femmes-là qui sont dans un endroit où peut-être ils n'ont pas accès au numérique. Mais ben, je ne sais pas, si vous n'avez pas accès au numérique, peut-être... Parce qu'elles sont pauvres. Bon, parce qu'elles sont pauvres, il y a aussi l'aspect pauvreté qui entre en jeu. Mais dans leur structure, dans leur environnement, qu'est-ce qui est mis à leur disposition pour former, pour être formés, tu vois? Qu'est-ce qui est mis à leur disposition pour être transformé en fait à la manière de ce qu'ils veulent devenir. Parce qu'il faudrait déjà que tu fasses un premier pas afin de sortir de là que tu es. Est-ce qu'elles ont essayé de lutter pour sortir de là qu'elles sont? Elles sont pauvres, oui. Mais tu sais, la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'arrête pas la vie, la pauvreté n'arrête pas le monde. Mais comment vous faites pour survivre? Comment vous faites pour manger? Sûrement, il y a des choses que vous pouvez entreprendre et pour gagner des peu, et puis vous allez mettre un peu de sous de côté. Tu vas épargner et puis après ça te paiera un voyage pour quitter de là côté vers un endroit où il y a quand même des moyens qui pourront te permettre à bien évoluer. Mais regarde d'abord ce que tu as dans ton entourage, au fait. Regarde d'abord le bâton que tu as dans la main. Tu vas pas tuer, tu as un serpent, tu as un bâton là-bas, tu veux aller chercher la pierre. Non, commence d'abord avec ce que tu as. C'est pour dire que regarde d'abord dans ton environnement ce qu'il y a d'abord devant toi. Si tu peux faire avec, commence d'abord avec ce que tu as. Et puis après, commence à voir grand. Ne vois pas que là, ne te sens pas... En fait, nous les femmes, on a l'impression que quand on obtient la première chose, on est satisfaite en fait. Non, ne sois pas satisfaite de la condition. Oui, ne sois pas satisfaite de la condition parce que tu as plus à donner. Tiffany, pour les femmes qui se trouvent actuellement dans des milieux ruraux, elles ne savent pas du tout l'existence du numérique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour elles? Alors, avant, on et surtout l'objectif de développement durable est qu'ils puissent avoir égalité des sexes, donc entre hommes et femmes. Alors, pour celles qui ne connaissent pas du tout l'existence du numérique. Alors, avant aussi, Internet n'existait pas pour bon nombre d'entre nous. Internet vient d'arriver il y a à peu près 20 ans dans notre vie et on utilisait d'autres moyens pour pouvoir se former, que ce soit à l'école. Les livres existent encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a banalisé et que les livres sont devenus numériques. Les livres existent encore. Vous pouvez vous former, que ce soit pour juste comment installer une caméra, vous utilisez une notice. Quand vous achetez une télévision, un ordinateur, pour savoir comment ça fonctionne, c'est pas numérique, vous avez un papier. Donc c'est vrai que le numérique prend vraiment la place ici maintenant dans notre vie, beaucoup au siècle où on est. Mais il existe encore des livres. Je pense qu'il existe plein de moyens de pouvoir encore se former et pouvoir même en étant très loin, même en étant dans des endroits où il n'y a pas accès à Internet, de pouvoir se former et pouvoir sortir de là où vous êtes, pouvoir changer votre vie ou changer justement votre situation dans laquelle vous êtes. Vous parlez de la femme traditionnelle, vous l'envoyez à lire? Elle peut apprendre, si pas lire, je pense que c'est comme, il existe plusieurs formations. C'est vrai que dans certains milieux, tu ne peux pas trouver des formations, mais même dans le village, dans les endroits où certaines personnes habitent, il y a toujours cette personne qui, un sage, une personne qui sait, qui a la connaissance, chez qui vous pouvez apprendre plein de choses pour vous aider. Alors Déborah, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, ce qu'il faut faire, moi j'essaye un peu pour peut-être rebondir un peu à la question que tu as posée aux filles tout à l'heure. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a certaines choses pour y avoir accès, il faut être exposé. J'essaye de me mettre à la place des 6 femmes qu'on appelle rurales, des 6 femmes qu'on appelle traditionnelles, qui sont encore dans les villages, dans les coins. Vous savez, j'ai toujours pris l'exemple des États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, si vous avez un talent, la société, le gouvernement, le pays vous permet d'exploser votre talent parce qu'on a mis des moyens en place, vous savez. Alors, pour ce qui concerne notre pays, c'est un vaste pays, jusque-là, avec beaucoup de personnes qui ne sont pas exposées à l'alphabétisation. Il y a des personnes analphabètes. Alors, s'il y a encore des personnes analphabètes, que dire des personnes qui ne sont pas encore exposées au numérique? Donc, il y a encore du travail à faire. C'est vrai que ce que nous voulons, c'est atteindre d'ici 2030, égalité 50-50, mais ça ne sera pas facile parce que c'est seulement ces femmes qui vivent dans des grandes villes qui veulent atteindre cette égalité, qui veulent occuper à des places des responsabilités. Et mais puis on a tendance à ignorer les femmes qui se retrouvent dans des milieux ruraux. Voilà, essayons de penser aussi à ces femmes-là.
c'est vrai que c'est un problème aussi du gouvernement. Si le gouvernement peut aussi, c'est vrai qu'il y a dans certains villages, il y a des écoles, mais vous allez voir qu'il y a dans certains villages, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des écoles, mais on va vous enseigner l'ordinateur. On vous enseigne l'ordinateur, on vous enseigne le souris ou le clavier. Vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble. Donc, on a un grand problème. Oui, voilà. Nous avons un grand problème. C'est vrai que j'essaie de me mettre à la place de ces femmes, ce qui est vrai. Dans notre milieu, donc dans notre pays, ça sera un peu difficile. Mais si seulement on essaie de sortir un peu du contexte traditionnel pour venir uniquement parler des femmes qui sont en ville, elles n'ont pas d'excuses. Parce que la question du début, c'était si les femmes se sentaient aussi plutôt concernées par le numérique. C'est-à-dire, le numérique, c'est quand même qui dirait quelque chose qui est là au milieu et qui est exposé devant tout le monde. Ça dépend de qui veut choisir de participer ou de mettre sa main à la pâte. Par exemple, il y a des femmes comme moi. Je me dis que j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise Internet, j'utilise les réseaux sociaux que je voudrais, mais il y a là que je ne veux pas aller. Par exemple, je me dis non, je ne veux pas utiliser tel réseau social. Je ne veux pas utiliser ceci. Ça dépend d'une femme à une autre. Vous voyez un peu. Maintenant, l'autre situation, c'est de savoir que la femme, elle est capable. On a toujours dit que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Lorsque vous vous retrouvez face à une difficulté, à un défi, par exemple, il y a des offres d'emploi, on dit que on veut une femme qui connaît l'outil informatique et tout, qui peut travailler, je ne sais pas moi, dans la maintenance des outils et tout. Mais cette femme, elle peut, là je m'adresse même aux chefs d'entreprise qui me suivent en ce moment, elle peut peut-être ne pas savoir, mais si elle vous dit, tout ce que vous allez m'apprendre, je vais le faire. Faites-lui confiance. Parce qu'une femme qui veut avoir quelque chose, elle peut vous dire tout ce que vous allez m'apprendre, en tout cas, je vais apprendre et vous allez voir que cette femme va le faire. Donc, c'est à nous, femmes, d'aller vers les choses que nous voulons obtenir, en tout cas à nous. Parce que moi, quand je veux parler de la femme, je n'évoque même pas les hommes. L'homme n'a pas piétiné la femme, l'homme n'a pas dit à la femme d'aller chercher. En fait, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, c'est vrai, dès notre jeune âge, on a pensé que l'homme a quelque chose à voir avec la femme. L'homme a dit à la femme de ne pas aller chercher telle chose. L'homme a dit à la femme de ne pas faire la caméra. Mais l'homme a dit à la femme d'être soumise. Merci. Non, ce n'est pas l'homme qui a dit à la femme d'être soumise. Je finis, Jackie. C'est l'apôtre Paul qui a dit à la femme d'être soumise. Ça, c'est religieux. On n'est pas dans le contexte religieux. Rapidement. Alors, je finis pour dire que c'est la femme qui doit quitter sa zone de confort pour aller chercher ce qu'elle veut. Et personne, les hommes sont innocents, personne ne va lui interdire d'avoir ce qu'elle veut. Voilà, Madame Tisha, on voit actuellement, surtout avec les offres d'emploi, il y a beaucoup d'offres que nous retrouvons en ligne. Et certaines femmes, quand on dit la femme elle est pauvre, on n'a pas accès à Internet. Même quand la femme a l'accès à Internet, on a tendance qu'elle utilise l'Internet abusivement. Vous comprenez de quoi il s'agit, les femmes, hein, vous savez, il y a eu beaucoup de scandales. Alors, quel conseil que vous pouvez donner à toutes ces femmes qui utilisent l'Internet abusivement? Merci. À toutes ces femmes qui nous suivent maintenant, partout ailleurs, dans le monde entier, surtout en Afrique, je vais encore vous dire ceci. L'utilisation du numérique ne vient pas te dire que tu dois commencer à t'exposer, à faire des histoires qui ne te respectent pas ou qui n'honorent pas ta nature féminine. Tu dois utiliser le numérique pour produire quelque chose qui va aussi aider les autres. Tu ne peux pas quand même utiliser abusivement. Aujourd'hui, on trouve même les grandes dames. Elles sont, quand tu la rencontres en route, elle est grande, elle est bien et tout. Tu la trouves sérieuse. Mais sur les réseaux sociaux, elle expose sa nudité, par exemple. C'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Pour avoir le respect, nous avons besoin de nous estimer nous-mêmes. Voilà, et surtout nous respecter nous-mêmes. Nous devons nous respecter nous-mêmes. Merci beaucoup, Madame Tisha. Rapidement, en quelques secondes, Immaculée, quel est je ne vais pas dire ton dernier mot, hein? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce thème qui est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC? Voilà, moi je dirais déjà avec le concept clé qu'il y a déjà autonomisation, ça dépend déjà de nous. À ce jour, comme Déborah l'a dit, on ne peut plus accuser les hommes. C'est vrai qu'ils y sont pour quelque chose. Moi je ne dirais pas qu'ils sont vraiment innocents, mais ils y sont aussi pour quelque chose. Il y a des hommes qui sont animés d'une mauvaise foi, qui ne veulent vraiment pas voir leur femme émerger. Oui, ça, en tout cas ces hommes existent. Ils sont là, ils regardent même cette émission. Ils se disent même, Immaculée, pourquoi tu nous cites? Oui, ils sont là, ils nous regardent. Donc moi j'aimerais vraiment que ces hommes changent, mais que les femmes prennent les choses
choses en main. Et quand je vois les numériques, utilisons les numériques pour nous documenter. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout à l'heure parlé des offres d'emploi. En quelques secondes. Oui, des offres d'emploi. Aujourd'hui, on dit par exemple, quand on lance des offres, non, il faut maîtriser l'outil informatique. Déborah a dit, tu peux dire non, je vous promets que je vais apprendre. Mais on a cette possibilité aujourd'hui. On peut déjà apprendre avant que cette offre n'arrive. Parce que quand l'offre va arriver, on va prendre peut-être l'homme qui maîtrise l'outil informatique et nous, femmes, nous allons nous dire non, non, on nous néglige, nous sommes marginalisés. On se marginalise déjà nous-mêmes. Merci beaucoup les filles. Merci de votre participation en tout cas. Merci, merci beaucoup. Donc c'est fini. Merci, c'est fini pour vous. On continue. En tout cas, juste un conseil pour cette première partie. La femme est une roue motrice. Quand elle tourne, c'est le monde qui tourne. Alors, nous femmes, il ne faut pas nous négliger. Il faut aller s'informer pour que l'égalité soit vraiment une réalité vécue d'ici 2030. Alors, chères dames, je vais devoir vous libérer. Mais Immaculée, j'aurai encore besoin de toi à la deuxième partie parce que là, on va aborder la question qui concerne la participation des femmes à la vie politique. Merci à vous. Et puis, on s'acclame quand même. Alors, vous dégagez. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission. C'est comme je l'ai annoncé aujourd'hui. La deuxième partie, on va échanger sur la participation des femmes à la vie politique. Et la grande question à laquelle on va devoir répondre, pourquoi les femmes ne votent pas pour les femmes au moment où nos femmes sont majoritaires. Mais avant de pouvoir commencer, je vais d'abord recevoir les dames qui m'ont rejoint. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez bien? Docteur, ça va? Honorable, futur honorable. Ah, mais comment? Je vais super bien. Très bien. Et toi, ça va? Oui, ça va, ça va. Vous également, vous n'êtes plus à présenter. Bien que ne sont pas dans les cas entre les 10, vous n'êtes plus à présenter. Ouais. Quand même, il faut vous acclamer pour vous-même. C'est notre droit. Et vous savez pourquoi j'ai retenu Immaculée? J'aurais appris dans le couloir qu'elle peut postuler. Hein? On l'appelle déjà honorable. Alors, ce sujet est très important pour toi. Effectivement. Tu t'es vraiment décidé de pouvoir postuler cette année? En fait, je ne fais pas de campagne. Je ne suis pas là pour... Oui, ce n'est pas encore la période de la campagne. Mais quand même, tu annonces. Je suis une femme, j'ai des ambitions et je me dis que je ne peux pas me limiter. Et personne dans ce monde ne peut me limiter. Si je veux obtenir quelque chose, je vais l'obtenir et ça sera par méritocratie. Par méritocratie. Ça, moi, j'insiste. Ça, c'est très important. On doit miser vraiment sur la méritocratie. Et moi, je suis déjà honorable. Ne vous en faites pas, je suis jeune parlementaire. Mais bientôt, là, ça va se savoir. Et surtout, votre devise, n'oubliez pas de rester belle. Oui, en tout cas, on travaille, on prie, mais qu'on n'oublie pas de rester belle. C'est important. Ça fait beau quand on voit une femme politique intelligente et très belle. Parce que généralement, on s'est dit, les femmes belles, elles ne sont pas intelligentes, mais Ami Kouba, en fait, on prouve le contraire. Nous sommes toutes belles et nous sommes intelligentes, voilà. Voilà, les femmes constituent 52% de la population congolaise. Malheureusement, elles sont peu représentées au Parlement. Pourquoi, docteur? Je pense que la non-représentativité ne tient pas compte du fait d'abord qu'on n'est pas élu. En fait, quand on va aux élections, les femmes ne votent pas pour les femmes. C'est que d'abord, les femmes ne font pas le premier pas. Le pas dans la politique, parce que pour être votée, pour être bien représentée, il faut d'abord commencer les pas. Si par exemple, lors des élections ou comme on est en train maintenant, on commence avec le processus électoral et qu'il y a des femmes qui se présentent, quand on se présente par exemple à 50%, la chance même que les femmes soient représentées au Parlement, au ministère, même à 30%, ça va se faire. Mais si déjà au départ, il n'y a pas des femmes qui se représentent, on ne va pas voter pour quelqu'un qui ne s'est pas représenté. C'est que la plupart des femmes d'abord,
elles reculent. Pour beaucoup de raisons, que ce soit peut-être la société qui leur demande de ne pas le faire, que ce soit par exemple les côtés religieux qui disent que les femmes ne doivent pas faire la politique, que ce soit le mari, les charges qu'elles ont. C'est ce qui fait que déjà les femmes, le premier départ n'est pas bon, en fait le départ qui n'est pas bon. Si on se dit... je vais faire la politique, il faut commencer par exemple dans une structure, que vous puissiez être leader quelque part et puis mener des troupes. Et puis après, on va vous voter. Si vous ne faites pas ces choses-là, vous n'allez pas être représenté. Et même les femmes qui font le premier pas, nous voyons, elles ne sont pas élues. C'est vraiment une réalité que nous vivons ici chez nous, Exaucé. Bon, moi, je vais d'abord... confirmer ce que Docta venait de dire, c'est que ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas un grand nombre de femmes dans les postes de prise de décision qui signifie que les femmes ne se soutiennent pas. Il y a d'abord un problème d'engagement et un problème de volonté. Donc, il faudrait faire le premier pas, il faudrait désirer, il faudrait vouloir quelque chose, parce que la première équipe a dit tantôt qu'il est question de volonté. Quand la femme veut quelque chose et qu'elle se donne les moyens au fait d'atteindre cet objectif, tout est possible quand on veut. Quand on veut, on peut. Mais il y a aussi cet aspect, je veux dire, les femmes, si elles ne sont pas élues, ce ne sont pas que les femmes qui votent, on va dire, bien qu'elles soient majoritaires dans la société. Même les hommes votent. Donc, il y a aussi un problème de confiance que l'on place dans cette femme, dans ces femmes-là. Donc, on a l'impression, comme on l'a dit, les femmes sont un peu réduites, sont un peu minimisées parce qu'on pense qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir d'elles. Or, il y a quand même cette minorité qui se trouve dans les postes de décision qui se démarque aussi. Et puis, il y a celles aussi qui aspirent. Donc, il y a un problème de confiance. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de l'égalité de sexe, on parle de l'égalité de genre. On veut que les femmes et les hommes soient égaux au fait en termes de droits, en termes voilà, en termes de droits humains, parce qu'il n'y a qu'une seule déclaration des droits de l'homme. Donc nous sommes égaux en société en termes de droits. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination parce que je suis femme, parce que je suis homme, à moins que ce soit des conditions biologiques, parce que la femme est enceinte ou ceci, cela, parce que ça c'est la santé. C'est la santé qui prime. Les médecins peuvent demander, non, parce que madame, vous traversez cette période, vous êtes enceinte, par exemple, il faudrait que vous puissiez vous reposer. Mais nous sommes tous égaux. Donc, les hommes, donc la société, parce que ce n'est pas seulement les hommes. Donc, dans notre société, là où il y a les femmes et les hommes, on n'a pas l'habitude de faire confiance aux femmes. Il y a cet aspect-là de confiance. Mais j'aimerais aussi rajouter quelque chose. J'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais que les femmes ont aussi un problème du soutien, si on doit revenir vraiment dans la question. On n'a pas l'habitude de se soutenir. Il faudrait voir tout simplement... Ah donc là, c'est vraiment une réalité. Oui, pas seulement dans les termes de politique, parce que là, vous avez engagé la question dans le sens politique. Mais j'aimerais revenir tout simplement dans la société. On a un peu ce côté de concurrence, ce côté de... Moi, je vais appeler ça la méchanceté, tout simplement, parce que faudrait voir... Quand vous voyez votre consoeur, votre collègue bien habillé ou bien qui fait quelque chose de bien, comme il y a Tisha qui vient de passer, mais passer sur ce plateau, c'est en quelque sorte une promotion, c'est en quelque sorte un soutien que nous sommes en train de lui accorder. En tant que femme, on la propulse en quelque sorte. Eh bien, il y a certaines femmes qui n'ont pas cette habitude, même pour faire un compliment. Non, tu as des jolies chaussures immaculées, tu es belle, c'est un problème. Elles ont l'impression que c'est propulser l'autre et l'autre reste, et vous restez comme en dessous d'elle. Or, moi, je crois qu'on doit apprendre les femmes d'abord, premièrement, pour réussir dans tout ce que nous faisons, parce que ça commence dans les petites choses. Tisha est dans la couture, il y a d'autres qui... Parce qu'on ne peut pas toutes être des femmes politiques comme Aspire Immaculée. Mais dans Yvette. Mais dans tout ce que nous sommes en train de faire, je pense que nous devons bien le faire et nous devons voilà, nous démarquer. Et quand on se démarque, on peut voilà, accepter, on doit accepter en tant que femme que l'autre fait bien ce qu'elle est en train de faire. Tu parles bien, tu parles bien. Tu es belle, tu es belle. Voilà, tu es bien habillée, tu es bien habillée. Tu évolues dans ton business. Les femmes doivent apprendre à accepter le développement des autres. Mima, Yvette a dit que généralement les femmes ne font pas le premier pas dans la politique. Est-ce qu'on peut dire que ces femmes n'étaient pas préparées à faire la vie politique comme les hommes? Parce que quand nous voyons les hommes, déjà de les bas âge, on apprend que toi tu vas diriger, toi tu as le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas le cas pour les femmes congolaises? Bon, ça peut être aussi le cas pour les femmes congolaises, mais comme le disait tout à l'heure Yvette Fortuné, c'est que la femme elle-même n'a pas été préparée.
pour pouvoir se lancer en politique. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a eu ces femmes européennes ou américaines qui ont lutté pour le droit de la femme, parce que la femme était simplement négligée et oubliée. La femme était considérée, n'était pas prise en considération, raison pour laquelle aujourd'hui nous luttons pour ce droit-là. On se dit non, les femmes ont le même capacité, on a le même moyen avec les hommes, raison pour laquelle nous estimons que nous, en tant que femmes, nous avons aussi, je dirais, cet espace à pouvoir diriger et prendre aussi des décisions, et que nous pouvons aussi, pourquoi pas, diriger une société. Mais après, la question que moi j'aime souvent me poser, comme le disait tout à l'heure Exaucé, c'est que la femme elle-même, ou encore nous les femmes, on ne sait pas donner confiance à une autre femme. On ne sait pas donner cette chance à une autre femme. Raison pour laquelle même la femme, lorsqu'elle veut se lancer dans la politique, elle oublie l'autre femme. Elle résume cette autre femme comme étant un être faible, un être qui est considéré en second plan. Vous allez voir toutes les femmes qui se sont lancées dans les campagnes politiques, elles résument la femme en donnant simplement le pain. Elles ne sont pas là pour sensibiliser la femme, montrer les droits de la femme, montrer pourquoi nous les femmes, aujourd'hui, on se lève et que nous avons les moyens et les capacités et que nous avons besoin de se soutenir. Il n'y a pas cette sensibilisation. Et comme j'ai toujours aimé dire, c'est que nous les femmes, on doit s'inspirer. Nous les femmes, on doit se mobiliser. Et là, il faut avoir des modèles dans la société, des modèles en politique. Lorsqu'on est considéré comme étant un modèle, je pense qu'il faut être à mesure de l'enseigner à la jeune fille. Démontrer à la jeune fille qu'aujourd'hui, tu es jeune fille, regarde le moyen que tu as, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, comment doit-elle travailler et arriver à être plus autonome, indépendante et libre de ce mouvement, libre de ses décisions à elle. Mais nous, les femmes modèles, on ne le fait pas. On ne le fait pas. C'est comme je le disais, donc nos campagnes, nous, on résume, on appelle les mamans, bah maman moukouye, bah nankouya, bah mingi, tu n'as pas kaboulia, bikwembe. Minta quoi candidate, mouni voté. Mais après, on a kaboulia ou les mamans qui kwembe. Cette maman, peut-être, elle est maraîchère. Elle n'a pas de quoi investir. Elle n'a pas de quoi prendre en charge sa famille. Mais si tu venais, tu lui donnes un travail, tu le sensibilises, elle enseigne, elle l'informe et la forme aussi, je pense qu'elle deviendra plus autonome et elle saura prendre les vraies décisions et faire un bon choix et pourquoi pas soutenir l'autre femme. Alors Yvette, on peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle en politique en RDC? On ne va pas dire qu'on n'a pas de modèle. En politique, il y a déjà la première dame qui est en province. Voilà. Elle accompagne son mari en tant que femme politique, s'il faudrait que je le dise. Moi, je suis un peu trop ses actualités avec sa fondation Denise Nyakiro. C'est intéressant. C'est vraiment un modèle. Ça veut dire que on peut penser à l'éducation des enfants et comme je suis médecin, son côté où elle s'adresse beaucoup plus à la drépanocytose. C'est un modèle, on se dit quand même on peut faire quelque chose, on peut former des médecins. J'ai vu qu'elle a fait former des médecins pour qu'ils prennent en charge les drépanocytaires. C'est quand même de la politique, mais pas du genre où on donne des pannes, pas du genre où on a troupe des gens pour leur dire qu'ils doivent être contre les autres, mais elle montre qu'on peut faire de la politique et aider la société, se miser sur le côté social. Il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup de femmes en politique qui sont des exemples. Il y a par exemple, là, j'ai vraiment aimé la dernière dame qui était présidente à l'Assemblée nationale, c'est Madame Janine Mabunda. Quand quand j'ai lu sa biographie, je me suis dit, mais franchement, c'est du lourd. Elle a vraiment de diplômes. Elle a misé sur ce qu'elle fait. Elle a beaucoup de diplômes. Elle a été formée dans ceci. Elle est diplômée dans cela. Ça montre que quelqu'un n'est pas là seulement en politique comme femme, mais elle a un bagage qu'elle traîne. Et peut-être c'est aussi le côté politique qui vient tuer les choses qu'il y a dans la femme. Mais en tant que Janine Mabunda, c'était une femme qui pèse. Il y a par exemple une dame qui ne fait pas la politique, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Madame de Sultani Makutano. Pour les entrepreneurs, c'est beaucoup plus les entrepreneurs qui la connaissent.
c'est qu'elle fait, elle mobilise le monde quand elle organise des rencontres. Sultan Makutano, par exemple, Level Up by Makutano avec les femmes, elle capacite les femmes en faisant venir des gens qui viennent du monde entier pour former la femme congolaise. Je vois que ce sont des modèles. Il y a beaucoup de femmes, et non seulement celles qui passent à la télé, il y a même en province des femmes qui mobilisent des femmes pour les éduquer, par exemple, dans la formation. Il y a ici en province, je vais peut-être faire un clin d'œil, des femmes mais, en fait, personnelles, qui sont dans personnel de soins. Il y a des médecins, il y a des laborantins, il y a des infirmières. Il arrive des moments où elles sensibilisent tout le monde sur le côté santé. Elles vont dans les villages, elles vont à gauche, à droite pour sensibiliser les femmes et pour prendre en charge leur santé. Je trouve que ce sont des modèles. Mais parce que la femme n'est pas très représentée, il y en a quand même un faible pourcentage des femmes qui font quelque chose et qui sont des modèles. Quand tu les regardes, tu dis, je pourrais être comme elle. Alors, Immaculée, la question bon, moi, c'est le sourire qui me retient. La question de manque de confiance. Donc, les femmes ne font pas confiance aux autres femmes. Est-ce que ce n'est pas nous contredire un peu? Parce que c'est comme si nous voulons une chose et son contraire. Nous voulons la liberté. Nous voulons que la femme occupe des postes décisionnels. Mais on n'arrive pas, nous-mêmes femmes, à la soutenir. Vous ne voyez pas que nous voulons une chose et son contraire? Bon, je dirais oui et non. En tout cas, je ne sais pas si je vais scandaliser les téléspectateurs et tout, parce que d'abord, moi, je suis une féministe. Mais aujourd'hui, pour cette question, surtout pour ce qui concerne la politique, je serais un tout petit peu contre les femmes. Au fait, quand j'ai dit oui et non, c'est-à-dire il y a d'abord la mauvaise foi, le fait qu'on ne veut pas soutenir les femmes, accompagner les femmes ou encore promouvoir nos amis, nos semblables et tout. On veut que ça soit toujours nous. Mais il y a aussi un problème avec nos femmes. Yvette l'a dit, Mamie aussi exaucée. La femme n'a pas été préparée pour la politique. La plupart des femmes vont en politique comme ça, avec une tête vide. Et ça, vous allez les sentir même lors de leur discours. C'est vrai qu'il y a des femmes qui font la différence. Mais regardez même lors des campagnes, s'il vous plaît. Regardez ce que les femmes... Tout à l'heure, Mima a dit, les femmes ne donnent que les pagnes. On dit toujours que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Et donc, tout ce que la femme a à donner, c'est les pagnes. Tu vois? Oui, moi, je vous dis que c'est ça. Malheureusement, pour qu'on lui fasse confiance, elle donne les pagnes. Et là, on réduit la femme. Hein? Oui, pourtant, nous, on a besoin de la tête. Et malheureusement, les quelques femmes qui nous ont précédées en politique, il y a quelques femmes qui n'ont pas été modèles. On l'a vu et on continue à les voir. Pour moi, aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent jamais m'inspirer en politique. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, c'est vrai, la politique, il y a tout. Mais on a plus besoin de la tête. Mais quand on va en politique avec une tête vide, et nous qui sommes femmes, nous voyons déjà ce que les autres femmes font en politique. Comment les soutenir? Ça, c'est un problème. Moi, je ne peux pas soutenir une femme qui ne me convainc pas. Mais quand moi je vois une femme, par exemple, je prends le cas de Dr Yvette, tu vois, si elle fait bien son métier de médecin, pourquoi je ne peux pas la soutenir? Pourquoi? Déjà que moi, elle me convainc, je me dis non, Dr Yvette, si elle te prescrit un médicament, bien que c'est cher généralement, elle prescrit des médicaments chers. Elle dit, ce sont des médicaments qui sont enfin, ce sont des spécialités. Je ne l'accuse pas, mais... Tu l'accuses quand même. Non, c'est pour dire que moi, je vais l'encourager. Mais si à chaque fois que je consulte Yvette, tout ce qu'elle me donne comme médicament, ça ne répond pas, pour juste me faire une injection, elle t'attend. Comment la soutenir? Non. En fait, moi, je me dis, la femme, avant de faire la politique, doit être préparée. C'est tout. Il ne faut pas qu'on aille en politique avec des cerveaux vides. Parce que moi, aujourd'hui, si je veux faire réellement la politique, je dois m'inspirer de certaines femmes. Pas seulement en RDC. Il y a des femmes aussi qui ont émergé. Sur le plan international, oui. Oui. Aujourd'hui, à la tête, s'il vous plaît, des États-Unis, on a une vice-présidente. C'est une femme. Tu vois, il y a certaines choses, quand tu regardes, ça peut aussi t'inspirer. En RDC ou encore dans d'autres pays d'Afrique, il y a aussi des femmes qui inspirent. Pas seulement les femmes, tu peux même approcher un homme qui soit un modèle, qui peut être un modèle pour toi, qui peut te coacher en politique. Et quand tu y vas avec un cerveau. Et lorsque tu ne vas pas non seulement donner les pagnes, mais tu vas aussi donner ce que tu as dans la tête. Et ça va convaincre. Mais quand toi tu vas avec des discours du genre « Non, maman, moutazala biaboulé, mon bébé bikwembe », tu veux que les femmes votent pour les pagnes. Non, c'est comme ça que tu vas voir que les femmes ne votent pas pour les femmes. Moi, personnellement, je ne voterai jamais pour une femme qui vient me donner un pagne, mais qui a un cerveau vide. Voilà pourquoi on va se dire,
les femmes vont se prostituer en politique. Si aujourd'hui les hommes accusent les femmes ou encore l'image de la femme politique est biaisée, c'est à cause de tout ça. Parce que les femmes vont en politique sans être préparées, elles n'ont pas un bon cerveau et lorsqu'elles arrivent, on se dit, la femme, au-delà de je sais pas moi, de ce qu'elle peut donner, quel est le cadeau qu'elle peut donner, elle va aussi se donner. Et lorsqu'elle se donne, elle se dit, bon, je vais donner mon corps et je vais occuper tel poste. Malheureusement, c'est aussi une réalité. Il y a des femmes qui ont fait ça et qui ont même biaisé l'image de la femme politique. Et voilà pourquoi, dans la tête de la population, on s'est dit, on ne va pas voter pour les femmes parce que les femmes politiques, en fait, elles ne méritent pas. Ce sont des femmes qui se prostituent, qui sortent avec, je ne sais pas moi, d'autres autorités pour occuper des postes de prise de décision. Mais moi, j'aimerais dire aux hommes qui nous regardent, qu'à ce jour, il y a des femmes qui ont de tête. Si vous n'avez pas fait confiance autrefois aux femmes, accordez une nouvelle chance, accorder plutôt la chance à la nouvelle génération de femmes. Parce qu'aujourd'hui, en province, en République démocratique du Congo, s'il vous plaît, il y a des femmes qui vous réfléchissent. Il y a des femmes qui, quand elles prennent parole, vous pensez vraiment que, non, vous avez envie de chasser tous les hommes. Merci, alors moi, j'aimerais vraiment que les hommes fassent confiance à ces femmes et que nous, femmes, nous puissions soutenir les femmes qui ont la tête et non pas les femmes qui ont une tête vide. Ça, moi, je n'encouragerai jamais. Merci, Immaculée. Yvette. Est-ce que les hommes constituent aussi un frein à la participation des femmes à la vie politique? Parce que quand on voit une femme, on voit l'intelligence. Quand on voit une femme, on voit la détermination. On a tendance à croire que les hommes ont peur des femmes dans des postes, sur les postes de décision. Est-ce que même les hommes constituent des freins à la participation des femmes à la vie politique? Ben, je dirais que l'homme n'est pas vraiment un frein à la vie politique de la femme. C'est vrai qu'ils n'ont pas peur de la femme. Ils n'ont pas peur. En fait, ils n'ont pas peur parce que, vous savez, par exemple, aujourd'hui, on peut appeler un homme, par exemple, Méridienne, on lui dit, on veut te nommer gouverneur. En fait, il y aura des élections en province, on veut te prendre comme gouverneur de province. Il va dire oui. Mais quand on lui dit, par exemple, à Yvette, Yvette va se dire, est-ce que je vais le faire? Même si Ridienne n'a pas été formée à ça, son côté masculin, son côté orgueil d'homme va lui dire, tu vas y arriver. Même si tu n'as pas encore été gouverneur, tu peux y arriver. Mais la femme va se dire, est-ce que j'ai les compétences? Elle va beaucoup se poser des questions. Donc l'homme n'a pas vraiment peur de la femme. Mais c'est la femme elle-même qui a d'abord peur de beaucoup de choses, beaucoup de préjugés, beaucoup de questions qui passent dans sa tête quand on lui dit que tu vas accomplir telle tâche ou bien tu vas occuper tel poste de responsabilité. Moi, je dirais que, en tout cas, les hommes ne vont pas être des freins pour moi. Quand je me dis, je vais faire ceci, c'est vrai qu'il peut y avoir un homme qui est déjà très fort. Peut-être que tu vas remplacer, tu vas te dire, lui déjà, il avait déjà mis la barre à un niveau très élevé. Et quand moi, je dois aller le remplacer, c'est vrai qu'il faudrait que je multiplie les efforts par 3, par 4. Mais je ne pense pas que les hommes constituent un frein. C'est vrai dans d'autres circonstances. Les hommes, tu entendras même un homme intellectuel qui dit, dis bien que je t'ai fait en politique, mais tu te le dis, oh, mais lui, c'est lui d'abord qui a été à l'université, il peut se dire ça. Et l'homme qui n'est pas allé à l'université, l'homme qui n'a pas étudié, qu'est-ce qu'il va dire de la femme? À un niveau, c'est vrai que l'homme peut se dire, ah, ma femme ne peut pas faire ça. Tout, hein? Une femme, déjà que les hommes, quand il est en face d'une femme qui est son chef, il voit plus son côté femme que son côté leader, en fait. Son côté épouse, son côté mère que son côté leader. On le voit même dans l'Assemblée nationale, on l'a vu il y a quelques jours en arrière ou quelques mois en arrière, il y a eu une vidéo d'un chef de l'Assemblée, comment il parle la femme, à une femme, alors que c'est une femme députée qui a le même titre que lui. C'est vrai qu'il est, lui il est président et elle est, je ne sais pas, elle occupe quelle responsabilité là-bas, mais parce que c'est une femme, le langage qu'il a porté sur lui. Donc parfois, l'homme peut être un frein, mais pas à tous les niveaux. Très bien. Alors, mamie, nous tendons déjà vers les élections. Je l'ai dit, on est nombreuses qui est les hommes. Et les femmes sont majoritaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette fois-ci, les femmes soient vraiment représentées comme il faut? Bon, je ne suis pas aussi du côté, je ne partage pas les mêmes avis que Immaculée ou encore Yvette en termes de femmes politiques, parce que j'estime qu'à ce niveau-là, je trouvais que la femme politique elle-même était très orgueilleuse et elle ne voulait pas voir l'autre femme aller de l'avant. Vous allez voir avec Janine Mabunda. Et surtout, j'aurais appris que quand... Toutes les femmes, ce sont plus les femmes qui ont invincé. Mamie, et surtout, j'aurais appris que quand la femme prend le pouvoir, elle se surestime. Elle se surestime, elles oublient l'autre femme.
moi, on va vers les élections, je demanderai à la jeune fille, c'est-à-dire celle qui a atteint 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui a aujourd'hui le droit de voter, Non, parce que pour les cartes d'électeurs, c'est à 18 ans. C'est à 18 ans, non, 17 ans. Majeur. Donc, je demanderai à cette jeune fille d'aller faire un bon choix. De ne pas voter la femme parce que c'est la femme, parce qu'il faut la soutenir. Non. De voter parce que vous estimez que cette personne que vous allez voter va effectivement changer la société et le monde. Et à la femme aussi, qui pense qu'il faudrait aller en politique pour trouver l'argent, je dirais non. Que nous, les femmes, nous puissions nous soutenir en tant que femmes entrepreneurs, que nous puissions amener la jeune fille à investir, à devenir plus autonome et indépendante, en donnant plus de formations, en informant également cette jeune fille, en soutenant cette jeune fille. Parce que vous allez voir, même les femmes politiques ont du mal à soutenir la femme. On parle aujourd'hui de l'innovation, de la technologie. Il y a de jeunes filles qui ont besoin d'accéder à l'information, qui ont besoin de présenter leurs projets, mais qui ne sont pas soutenus par les femmes. Mais c'est plus les hommes qui les accompagnent dans ce projet. Et je pense qu'il est temps que la jeune fille, qui nous suit quelque part, sache qu'elle a des talents et des qualités, et qu'elle peut simplement oser et aller. Et lorsque l'on va devant, on ose et on peut réussir. Merci Mima, tu vas donner le micro à Immaculée. Rapidement, Immaculée, on dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que le fait d'éduquer, c'est seulement laisser la femme sous les bancs de l'école ou bien ça englobe la question d'information? En fait, l'éducation englobe beaucoup de choses, mais l'école, c'est la base. Beaucoup de femmes qui n'ont pas été à l'école ont raté beaucoup de choses. Parce que pour occuper aussi des postes de prise de décision, il faut étudier, maman. Même si on arrivait là, on commence à te donner des conseils. Si tu n'as pas étudié, on ne sait pas laisser une licenciée pour donner, je sais pas, le poste à quelqu'un qui n'a pas étudié. Et moi, j'aimerais dire aujourd'hui, et pour finir, que ne vous en faites pas. Les hommes ont peur des femmes, mais seulement qu'ils ne les manifestent pas. Merci. Quand un homme est en face d'une femme qui peut faire le même travail que lui et peut-être mieux que lui, il a peur, mais il ne veut pas manifester qu'il a peur. Voilà. Ils ont peur. Alors, merci. on ne se néglige pas. Honorable, merci. Merci à vous, chère dame. En tout cas, elle a vraiment beaucoup à dire. Quelqu'un au Parlement. On a fini, malheureusement. Mesdames et messieurs, c'est ici prend fin ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, nous femmes, nous devons nous prendre en charge. Surtout quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Chères femmes, il est temps que nous puissions nous lever pour que nous puissions être majoritaires au Parlement. Au revoir. Et puis, on fait ça. Bon, c'est le programme, on le fait.